Monsieur le Président de PAN-Europe, bonjour. Bonjour. Nous sommes réunis pour la première université d'été de PAN-Europe à la Castille, dans le Var. Permettez-moi de vous poser quelques questions sur notre association et en premier temps, que signifie PAN-Europe? Alors je vais vous répondre, mais avant je voudrais d'abord vous remercier de m'accueillir et de m'avoir invité dans ce magnifique endroit à la Castille, dans ce beau parc avec le beau château qui est derrière et qui nous accueille avec plein d'agréments. Et je pense que c'est une initiative prise par notre nouveau président de l'Union pan-européenne de France, Éric Campion, que je félicite et que je remercie. Alors que signifie PAN-Europe? Pan, c'est le préfixe grec tout, c'est-à-dire pan-Europe. Qu'est-ce que l'Europe? L'Europe, c'est une idée que l'on peut avoir de sa civilisation, parce qu'avant toute chose, ce qui unit les Européens, c'est une civilisation commune, et puis une civilisation commune qui est partagée entre tous les États et toutes les nations qui se réclament de l'Europe. De Gaulle avait parlé de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, parce qu'effectivement, cette Europe-là, cet espace à l'ouest de l'Asie, n'est-ce pas, qui se pointe avec la France, l'Espagne et l'Irlande dans l'océan Atlantique, est une terre qui a des origines partagées, des inspirations communes qui nous viennent de la civilisation gréco-romaine, qui nous viennent de la culture judéo-chrétienne, qui nous viennent aussi de l'humanisme du 19e siècle et du 18e d'abord, qui s'est épanoui en particulier en France. Alors c'est ça l'Europe, et c'est celle que nous acceptons, et c'est celle que nous concevons à celles et à ceux qui veulent en faire partie, de s'en réclamer et de se battre pour la protéger et la valoriser. Alors, vous vouliez me parler de... Alors, justement, j'ai regardé sur Internet et associé à PAN-Europe, on trouve immédiatement la personnalité de Richard Coudenhove-Kalergi. Richard Coudenhove-Kalergi est un homme du 19e, de la fin du 19e siècle, qui est né dans une famille aristocratique de ce qu'était à l'époque l'immense Autriche-Hongrie, né de mère japonaise. Hitler le traitait de bâtard universel. C'est vous dire que c'était un homme de mixité, au sens où l'Europe est constituée d'ailleurs de différentes origines, et c'est ce qui fait aussi sa force et son originalité. Donc Coudenhove-Kalergi, qui venait de vivre à la fin de ses études la tragédie de la Première Guerre mondiale, de l'effondrement des anciennes puissances européennes qui avaient vécu jusqu'en ce début du XXe siècle dans un faste universel, effectivement, se sont effondrés. Et donc, la pensée de Coudenhove-Kalergi a été immédiatement après la Première Guerre mondiale, dès 1922, c'est-à-dire il y aura bientôt un siècle, de faire en sorte qu'on renonce à ces conflits permanents qui, pendant des millénaires, ont opposé les peuples européens entre eux, et qu'on bâtisse un rassemblement, une unité sur des intérêts partagés, sur des intérêts communs, à commencer, c'était le plus raisonnable, sur les intérêts économiques, et notamment sur ce qui faisait la force de l'industrie de l'époque, le charbon et l'acier. C'est lui qui a été à cette initiative de ce qui s'est finalement réalisé à partir de 1951. Et alors il a eu un très grand écho dans toute l'Europe immédiatement. Les grands penseurs, les grands chercheurs, les grands écrivains, les grands politiques de l'Europe de l'époque, à commencer par Freud, Einstein, les Français Herriot, Aristide Briand évidemment, Stefan Zweig pour ce grand écrivain et penseur autrichien, ont rejoint cette pensée et l'ont soutenue. Au point que Aristide Briand, à la fin des années 20, a défendu le projet pan-européen devant la Société des Nations à laquelle les États-Unis avaient refusé d'appartenir, pour dire voilà ce qu'il faut faire de l'Europe. Malheureusement, pointaient les fascismes, le nazisme, le franquisme, qui n'a pas permis la réalisation de ce splendide projet de Richard Coudenhove-Kalergi, qu'il a repris dès la fin de la guerre, après d'ailleurs être lui-même effectivement devenu français, puisqu'il était expulsé de son propre pays par l'Anschluss,
pour ça que Hitler le traitait de bâtard universel, et s'est installé pendant la guerre aux États-Unis, et où il a donné des cours à l'université de New York. Il est revenu en 1945 en Europe, et il a inspiré ce qu'a été le Conseil de l'Europe. Il a donné l'idée à Churchill, comme il avait donné précédemment l'idée à Adenauer, de se retrouver dans ce projet européen. Il avait commencé à s'échanger par courrier avec Charles de Gaulle, qui lui-même, dès les années de la guerre, avait pensé à la nécessité d'une Europe pour éviter ce qui s'était passé à 2 reprises dans ces guerres terribles qui avaient abîmé l'Europe au plus profond. Déjà. Comme quoi les grandes idées ne naissent pas d'un coup, mais sont préparées. Alors, Richard Coudenhove-Kalergi, pour ne rien oublier de ce qu'il a fait, avait créé cette association, cette organisation non gouvernementale qui s'appelle l'Union pan-européenne internationale et qui s'exprimait, si je puis dire, s'exerçait à travers des comités nationaux dès cette époque, dès avant la guerre et puis tout de suite après, des comités nationaux. Et c'est ce qui a inspiré le général de Gaulle et de ce qu'il a fait pour Pan-Europe. Et nous allons en venir si vous me posez la question. Alors justement, quelle a été la naissance, comment s'est déroulée la naissance de Pan-Europe en France, puisque vous êtes le président de l'association internationale. Donc, de Gaulle avait senti la nécessité de la dimension européenne de la France, de l'intérêt pour la France de se rapprocher, de se rassembler avec ses voisins. Après la guerre, c'était uniquement l'Europe occidentale. Ça a été d'abord l'Europe des 6, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Italie, le Benelux et la France, seuls pays qui pouvaient s'unir dans un projet commun. C'est ce début de l'Union européenne qui s'est fondé sur ce qu'avait préconisé Coudenhove-Kalergi à travers la communauté européenne du charbon et de l'acier. De Gaulle n'y était pas hostile, mais il sentait dans ses premières organisations un poids trop important de l'influence américaine. Et dès le début, De Gaulle avait pensé qu'il n'y avait d'Europe intéressante, utile, possible, souhaitable, que si elle s'appuyait sur les réalités constitutives de l'Europe, qui sont les nations européennes, qui sont les États européens, qui s'appuient sur la volonté démocratique des peuples. Et c'est là où il y a une divergence qui a commencé à se nouer avec certains engagés pour une Europe supranationale, une Europe fédérale, qui voulaient nier la contribution nécessaire, constitutive des nations, et qui apparaissait comme une folie idéologique pour De Gaulle, impossible à réaliser, puisqu'elle niait une réalité qu'il connaissait en profondeur après ce qu'il avait vécu et ce qu'il avait fait lui-même pour la France pendant la guerre et à sa libération. Et donc, nous avons parlé de Charles de Gaulle, et nous n'avons pas parlé de Jean Monnet, de Robert Schuman et de l'interaction entre ces 3 personnes. Oui. Alors, ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'à partir de 1960, dans sa relation politique, épistolaire, dans ses contacts avec Coudenhove-Kalergi, dont De Gaulle avait senti qu'il partageait la même vision réaliste et utile d'une Europe européenne, j'insiste sur ce mot européenne, c'est-à-dire une Europe indépendante, libre par elle-même et pour elle-même, De Gaulle a choisi, pour faire passer son message européen en France, de créer, sous l'idée même et l'inspiration même de Coudenhove-Kalergi, un comité français de l'Union pan-européenne de France. C'est celui que préside maintenant notre ami Éric Campion, qui a repris ce flambeau avec beaucoup de talent, d'énergie et de détermination. Donc De Gaulle a demandé à des proches de s'en occuper, puisque c'était un comité français d'une organisation internationale. Il a demandé à mon père, Louis Ternoir, qui était son ministre. Il a demandé à Alain Perfit d'en être le secrétaire général. Mon père en a assuré la présidence. Et à Georges Pompidou d'en être le trésorier. C'est vous dire combien cette organisation se situait dans le chemin européen tracé par De Gaulle. Et, pour tout vous dire, c'est sur ce chemin
que les présidents successifs, les comités successifs sont restés, bien entendu. C'est sur la vision d'une Europe européenne lancée par De Gaulle et non pas sur la vision d'une Europe supranationale niant les réalités nationales. Alors, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a eu une divergence immédiate avec Jean Monnet. Jean Monnet, en réalité, était certes un Européen convaincu, mais un Européen convaincu d'une Europe qui devait se situer sous l'influence américaine, sous la domination, sous l'emprise américaine. Il croyait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe ne pourrait être qu'une filiale des États-Unis d'Amérique et ne pourrait pas avoir sa propre autonomie, son propre développement, sa propre vision géopolitique. C'est la grande différence entre Monnet et De Gaulle. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se sont tant opposés. Et je sais que vous allez me parler du traité franco-allemand. Mais avant de vous parler du traité franco-allemand, et pour répondre aux questions que vous m'avez déjà laissé entendre, n'est-ce pas, je vous dirais que De Gaulle, ayant rencontré Konrad Adenauer dès les 14 et 15 septembre 1958, c'est vous dire qu'il a donné une priorité à ce contact avec l'Allemagne, à cette question européenne. D'autant plus qu'étant revenu aux affaires comme dernier président du Conseil de la 4e République le 1er juin 1958, il avait à s'engager pour la fin de la guerre d'Algérie, qui était une priorité absolue pour la France, qu'il devait assurer avec son gouvernement le redressement de l'économie française. La France était traitée à l'époque d'homme malade de l'Europe, qu'il devait aussi, et en priorité, donner à la France une nouvelle constitution, puisque nous avions vu que sous la 3e et la 4e République étaient à peu près à l'identique. La France était impuissante au plan gouvernemental, changeant de gouvernement tous les 8 mois, n'est-ce pas, en moyenne, ce qui ne lui permettait pas d'avoir une politique suivie, une politique d'autorité, une politique qui soit respectée et prise en compte, non seulement par les citoyens français, mais aussi par l'extérieur. Donc c'était des urgences. Néanmoins, dès le mois de septembre, dès la mi-septembre, il décide d'inviter dans sa maison de Colombelles et des Églises le grand leader allemand, celui qui avait redressé le pays après la Deuxième Guerre mondiale, et qui avait redonné à l'Allemagne une fierté, n'est-ce pas, après tout ce qui lui était arrivé, c'est le moins qu'on puisse dire, à rencontrer Adenauer. Adenauer était mal informé sur De Gaulle. Il y allait, sinon en reculons, dans la crainte de rencontrer, c'est ce qu'on lui avait dit à tort, n'est-ce pas, y compris et notamment Jean Monnet, n'est-ce pas, on lui avait dit que De Gaulle était un militariste revanchard, un germanophobe et un anti-européen. Et Adenauer a découvert qu'il avait en face de lui un visionnaire qui partageait la même espérance pour une Europe réunie, n'est-ce pas, une Europe de paix, une Europe de progrès, une Europe qui s'appuyait sur les réalités nationales. Donc à partir de là, De Gaulle et Adenauer se sont entendus. C'est pour ça que De Gaulle a tout de suite souhaité proposer à nos partenaires européens de l'Europe des six, c'est-à-dire, je le rappelle, la Hollande, la Belgique, le Luxembourg et l'Italie, et l'Allemagne évidemment, un plan d'union politique et de défense. Et de défense, dès le début des années 60. Malheureusement, sous l'influence américaine et de la pression interne en Europe de Jean Monnet, parce que remettons Jean Monnet à sa place, ce plan Fouchet a été refusé par nos partenaires. Bon, à partir de là, De Gaulle dit, bon, puisque les autres n'en veulent pas, c'est-à-dire les 4 autres, entendons-nous avec les Allemands. D'où le traité franco-allemand, le traité de l'Élysée de janvier 1963, mais dans lequel, là aussi, l'influence de Monnet, des pro-américains, ont fait en sorte qu'il y ait un préambule qui vidait pour une part de sa substance politique le traité franco-allemand. De Gaulle, certes, a été déçu. Il a bien vu aussi que, par ailleurs, de fortes pressions étaient faites, y compris par les Américains, par Jean Monnet et par certains de nos partenaires, pour que la Grande-Bretagne, qui avait refusé le traité de Rome, voulait maintenant y adhérer. Et De Gaulle a dit, est-ce que les Anglais sont prêts? Est-ce que les Anglais veulent renoncer à ce qu'ils appellent le grand large? Est-ce que les Anglais veulent renoncer à leur quasi-dépendance à l'égard de Washington? Telle n'était pas la situation. Donc De Gaulle a dit, les Anglais ne sont pas prêts. Vous constatez maintenant, après le Brexit, n'est-ce pas, que nous venons de mettre en pratique après de longues négociations, n'est-ce pas, que les Anglais de 2021 ne sont toujours pas entièrement convaincus de la nécessité de l'Europe. Donc De Gaulle, une fois de plus, sur ce thème-là, avait raison. Et d'ailleurs, revenons à De Gaulle, puisque pour nous, à l'Union pan-européenne,
il est tout de même l'inspirateur principal, y compris en 2021, sa vision d'une Europe européenne, sa vision d'une Europe indépendante, sa vision d'une Europe politique, c'est-à-dire ayant une géopolitique, ayant une défense propre, reste, hélas, si je puis dire, parce qu'on n'a pas fait, d'actualité. Nous venons de voir, j'anticipe peut-être un peu sur les questions qui vont suivre, mais faisons-le de ce débat que vous m'avez proposé, nous voyons ce qui vient d'arriver en Afghanistan. Après être intervenu fortement, il a introduit 1 milliard de dollars en ayant demandé au peuple afghan de lui faire confiance pour son développement, sa modernité, pour l'engager durablement dans la démocratie. Les États-Unis viennent de l'abandonner lâchement dans une débâcle tragique, avec les attentats que nous venons de connaître. Donc, l'Europe a tout intérêt, mais ça devient maintenant urgentissime, à assurer son indépendance et sa protection. Voilà ce que je dis, un peu en anticipant sur plusieurs questions. Mais vous me parlez aussi, si j'ai bien compris, de l'Europe et de la Turquie. Voilà, donc j'y viens maintenant, puisque vous m'aviez montré vos questions par écrit. L'Europe et la Turquie. Écoutez, la Turquie fait partie de l'OTAN. C'est une vision post-Deuxième Guerre mondiale. Ça ne me paraît pas être une vision du XXIe siècle. Nous voyons bien que la Turquie a décidé de s'ancrer dans un intégrisme religieux au niveau de son pouvoir suprême, de son président Erdogan, de jouer un rôle particulier qui ne va pas forcément dans le même sens que les intérêts continentaux de l'Europe. Je ne vais pas insister là-dessus, mais les différences s'accentuent entre la Turquie et le reste de l'Europe. D'ailleurs, la Turquie n'est que très peu en territoire géographique en Europe. Elle est essentiellement en Asie, comme chacun sait, n'est-ce pas? Et donc, je crois que ce n'est pas raisonnable de continuer ce qui est engagé, puisqu'il y a des négociations d'adhésion. Il y a un divorce qui se crée entre la Turquie et les Européens, et je l'imagine, je ne veux pas me mettre à la place des Américains, entre la Turquie et l'OTAN. Elle a pris des initiatives en Libye, là dans le Proche-Orient, nous l'avons vu, elle a soutenu la guerre de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. La politique turque est pour le moins ambiguë, donc je crois que le mieux serait de considérer que la Turquie est à part, d'autant plus qu'elle tend pour des raisons économiques et religieuses à s'infiltrer notamment dans les Balkans, notamment dans les pays où il y a une population musulmane importante, en oubliant que cette population musulmane est un héritage ancien de l'Empire ottoman et qui n'a rien à voir avec l'immigration d'inspiration musulmane que nous pouvons connaître ailleurs en Europe. Donc il ne faut pas mélanger les problèmes. Quant à la Russie, jusqu'à l'Oural, est de même essence, d'inspiration, d'origine, sous influence judéo-chrétienne, humaniste, que nous le sommes ici en France. Mais depuis 1917, elle a suivi un chemin qui l'en éloigne. D'abord par la dictature bolchevique, communiste, même si elle a largement contribué à la libération de l'Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle est restée sous l'influence de Staline et jusqu'en 1989, elle a gardé ce système communiste qui est un système autoritaire où la démocratie n'a pas sa part. Depuis, elle a repris avec Poutine depuis 20 ans maintenant, plus de 20 ans, 21 ans, un régime autoritaire qui ne laisse pas beaucoup de place aux libertés et à une vraie démocratie. Par conséquent, la Russie d'aujourd'hui, en tout cas telle qu'elle est sous Poutine, ne me paraît pas très disposée à nouer une relation de confiance avec l'Europe, bien au contraire, puisqu'elle a engagé des conflits, au détriment de l'Europe, puisqu'elle a fait par la voie militaire. Elle s'est installée en Géorgie, l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud. Elle est intervenue, elle a mis la main sur la Crimée, qui était partie prenante
respectée par les règles internationales de l'Ukraine. Elle est dans... Nous reprenons sur le thème de l'UPI et merci de nous détailler ce qui s'est passé à ce niveau et son impact sur Pan-Europe. Il faut toujours en revenir à l'histoire, à la fois pour comprendre le présent et se projeter dans l'avenir. Notre Union pan-européenne n'a d'intérêt que si effectivement elle se projette dans l'avenir. C'est-à-dire qu'elle apporte une recommandation, une direction, un chemin, c'est prétentieux, mais c'est un peu ça que nous souhaitons aussi aux générations actuelles et futures. C'est que nous leur disions d'où nous venons, où nous sommes, et où nous vous suggérons, où nous suggérons d'aller ensemble. Eh bien, il y a eu la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, effectivement, j'en ai parlé précédemment. Jean Monnet, Koudenov-Kalergi se sont retrouvés aux États-Unis. Et les voies ont divergé à partir de là. Parce que je dirais que Koudenov-Kalergi avait vraiment, lui, l'ambition d'une Europe, comme ensuite De Gaulle l'a définie, c'est-à-dire une Europe européenne, une Europe par elle-même, une Europe pour les Européens, une Europe des peuples européens, et non pas une Europe filiale de qui que ce soit. Et donc, dès le congrès de La Haye, en mai 1949, où sont retrouvés les parlementaires européens, les dirigeants européens de l'Europe occidentale, avec, sous la présidence de Winston Churchill, cette double vision différenciée de l'Europe s'est manifestée. Et clairement, je dois le dire parce qu'on ne le sait pas suffisamment, on ne le dit pas assez, les Américains ont choisi l'Europe de Monnet, bien entendu, puisqu'ils proposaient cette Europe liée indéfectiblement aux Américains. Koudenov-Kalergi, avec les honneurs dus à son histoire, en a été de fait plus ou moins écarté, même si on lui a donné la présidence du mouvement européen qui s'est créé d'inspiration de Jean Monnet. C'est la différence à cette époque, au moment où allait être créée l'organisation du traité de l'Atlantique, l'OTAN, n'est-ce pas, le Conseil de l'Europe proposé par Koudenov-Kalergi dès avant la guerre, que cette séparation entre, en gros pour simplifier, l'Europe supranationale très liée aux États-Unis sous le plan politique et militaire, et l'Europe européenne à laquelle De Gaulle songeait déjà et qui avait inspiré Koudenov-Kalergi. Alors à partir de là, j'en reviens à ce que je vous disais précédemment, l'Union pan-européenne s'est constituée en comités nationaux, présidés par Koudenov-Kalergi jusqu'à sa disparition en 1972, c'est-à-dire 12 ans après qu'ait été créé le comité français que préside dorénavant Éric Campion. Et plus l'Europe se libéralisait, plus les dictatures de l'Europe d'autrefois s'effaçaient, je pense en particulier à celle de la Grèce, à celle de l'Espagne, à celle du Portugal, plus le nord de l'Europe, la Suède, le Danemark, l'Irlande, se rapprochaient de cette vision européenne, il y a eu des comités pan-européens qui s'y sont créés. En ce qui concerne l'Union pan-européenne internationale, il fallait faire la synthèse de tout cela en prenant en compte les spécificités nationales, ce qu'a très bien fait Koudenov-Kalergi et ce qu'a fait son successeur après sa disparition, Otto de Habsbourg-Lorraine, c'est-à-dire l'héritier de la couronne impériale et royale, le fils du dernier empereur d'Autriche, Charles d'Autriche-Hongrie, qui était un homme d'une grande ouverture d'esprit, qui avait été condamné à mort par le régime hitlérien à partir de l'Anschluss, parce que Otto de Habsbourg avait refusé de donner un semblant de légitimité au pouvoir nazi sur l'Autriche, et c'était lui-même d'abord venu en France où il a pris la nationalité française, et puis lui aussi aller aux États-Unis pour fonctionner, s'activer, travailler librement. Donc c'est normal que Koudenov-Kalergi ait souhaité avoir comme premier successeur, nouveau président de l'Union pan-européenne internationale,
Otto de Habsbourg-Lorraine, grand monsieur, grand esprit, grand penseur, très francophile. D'ailleurs, il avait été pour cela aussi très largement éduqué dans cette vision de l'Europe et de la France et du rôle de la France par sa mère, l'impératrice Zita, n'est-ce pas? Et donc, Otto de Habsbourg-Lorraine a présidé avec beaucoup d'élégance, de conviction, et a contribué à ouvrir l'idée européenne sur les pays qui ont été jusqu'en 1989 dans la mouvance ou la domination de l'Union soviétique. Donc c'est très naturellement qu'à partir du début des années 90, sous la haute autorité de Otto de Habsbourg, homme donc très respecté, très connu aussi par l'histoire de sa famille, n'est-ce pas, qui se mêle à l'histoire de l'Europe, bien entendu, a poussé l'idée pan-européenne dans l'ensemble des pays d'Europe centrale et orientale, et notamment dans les pays du sud-est européen, c'est-à-dire, je vais les énumérer les uns après les autres, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, l'Albanie, la Macédoine, le Kosovo et la Serbie. Il avait également, d'autant plus que c'était dans l'ancien empire austro-hongrois ou partiellement, inspiré cette idée pan-européenne dans la Slovaquie, dans la Hongrie et dans la Pologne. C'est dire qu'il a fait un travail remarquable et il a été en même temps parlementaire européen pendant 20 ans, d'ailleurs grâce au soutien de la Bavière et de l'Allemagne, parce que à cette époque, l'Autriche, à peine libérée d'une proximité imposée par la Russie, ne voulait pas accepter que l'héritier de la couronne impériale puisse avoir la citoyenneté autrichienne. Donc, il est devenu parlementaire européen pendant 20 ans. En 2004, considérant qu'il avait atteint un âge qui lui suggérait de solliciter une succession, m'a demandé de soumettre ma candidature à l'ensemble des militants, des adhérents de l'Union pan-européenne internationale à travers leur comité. Une assemblée générale s'est tenue à Strasbourg. Nous tenions et nous tenons toujours encore nos assemblées à Strasbourg, parce que dans l'idée pan-européenne, Strasbourg est vraiment un lieu essentiel. C'en est la capitale parlementaire depuis le Conseil de l'Europe, maintenant avec le Parlement européen, et en évitant, disons, la suprématie supranationale bureaucratique qui se situe à Bruxelles, dont on ne nie pas les qualités et l'utilité, mais il est bien que la démocratie soit plus vivante dans un cadre historiquement européen comme l'est Strasbourg, compte tenu des disputes que ce territoire national français a pu connaître dans son histoire. Donc Otto de Habsbourg a été un grand président à la succession de Coudenhove-Kaleri, et il s'est aimablement, avec beaucoup d'indulgence à mon égard, tourné vers moi en 2004. J'étais président de l'Union pan-européenne de France. J'avais succédé à toute une série de grands présidents, comme l'est aujourd'hui Éric Campion. Et pourquoi s'est-il tourné vers moi? Je vous dirais tout simplement parce que j'étais, à travers ma famille, par moi-même, un fidèle disciple de la vision européenne de Coudenhove-Kaleri, bien entendu, de la sienne aussi, et du général de Gaulle. Et pour m'amuser, connaissant déjà la réponse, j'ai souvent demandé à Otto de Habsbourg, vous qui avez connu tous les hommes d'État du XXe siècle, quel est celui que vous avez le plus apprécié, le plus admiré? Bien entendu, de Gaulle. Donc voilà, c'était ça, l'UPI, dont j'ai pris le relais à partir de 2004. C'est-à-dire qu'il y a maintenant une trentaine de comités nationaux dans toute l'Europe, y compris en Ukraine, n'est-ce pas? Il y en avait en Grande-Bretagne, il n'y en a plus. Mais nous nous développons régulièrement et nous allons recevoir à ces universités d'été un nouveau comité qui est en train de se constituer, qui est celui du Portugal. Alors, les grandes idées sur lesquelles l'Union pan-européenne internationale s'appuie, c'est d'abord sur l'idée de solidarité. Il n'y a pas d'Europe. J'ai dit au début de notre entretien tout à l'heure que l'idée de l'Europe, c'est une civilisation. Et c'est cette civilisation qui est notre particularité.
par rapport au reste du monde, et qu'il nous faut préserver à tout prix, qu'il nous faut même défendre. Mais il n'y a pas d'Europe envisageable sans la solidarité entre les peuples européens, entre les États européens. Si nous ne nous entendons pas par nous-mêmes, dans le respect de nos différences, de nos particularités, de nos spécificités, s'il n'y a pas cette solidarité entre nous, il n'y a pas d'Europe envisageable, il n'y a pas d'Europe possible. Donc c'est un point fort de l'idée pan-européenne. Et puis, bien entendu, il faut dans les domaines essentiels de l'Europe, c'est-à-dire le plus grand nombre possible de domaines de compétences, de responsabilités, assurer notre indépendance. C'est-à-dire avoir une économie aussi indépendante, même si nous participions aux échanges internationaux, mondiaux. Vous voyez bien aujourd'hui qu'il y a un repliement vers l'unilatéralisme économique. C'est le cas des États-Unis, c'est le comportement chinois depuis le début, c'est le comportement russe, et partout il en est ainsi. Chacun défend ses intérêts prioritaires. Eh bien, que les Européens, à leur tour, privilégient les intérêts européens. Ça n'est pas scandaleux, c'est un élément de leur survie. C'est ainsi qu'il faut le voir. Bon, donc cette indépendance est fondamentale. Elle se garantit aussi par une défense européenne et une vision géopolitique commune. Enfin, on ne va pas rester éternellement, parce que sinon ce serait la garantie de notre disparition future, et à proximité, je le crains, sous la dépendance de la protection américaine. D'abord, nous, Français, nous avons, grâce à De Gaulle, une dissuasion nucléaire. Bon, c'est fondamental, parce que si nos intérêts fondamentaux, notre territoire, étaient soumis à l'oppression de quel qu'il soit, et de quelque pays que ce soit, nous ferions fonctionner cette dissuasion nucléaire. Enfin, nous devons faire ainsi avec l'Europe, assurer une défense européenne par nous-mêmes. Il n'est pas question que l'Europe éternellement reste sous une dépendance extérieure. Enfin, il faut aussi, dans un certain nombre de domaines, garantir notre souveraineté. La souveraineté ne veut pas dire que chaque État national doit perdre sa souveraineté aux dépens de l'Union européenne et de Bruxelles en particulier, qui est quelquefois le mouton noir du système européen. Non, mais nous pouvons déléguer une part de nos souverainetés, y compris dans certains domaines régaliens, quand nous pensons que l'Europe a plus de possibilités, que la dimension européenne peut accorder plus de force, plus de pression, plus d'authenticité, plus de réalité dans les faits que purement sur le plan national. Donc je pense en particulier, j'y reviens, à la question de la défense, mais je pense aussi, ça va être évoqué pendant ce séminaire, à la question alimentaire. Bien sûr que nous pouvons continuer à vendre des produits alimentaires que nous produisons sur cette terre européenne si bien située, si privilégiée, n'est-ce pas, où il y a tous les climats qui permettent toutes les productions. Commerçons, mais ne dépendons pas, comme nous risquons de l'être à travers certains accords internationaux, de la nourriture extérieure. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il faut que nous puissions vivre par nous-mêmes, et nous en avons la possibilité si nous le décidons. Quitte pour cela d'ailleurs à donner plus de moyens, d'argent, payons des produits plus chers s'il le faut pour assurer cette indépendance. Nous l'avons vu dans la question sanitaire, nous avons été dépendants de l'extérieur. C'était une mauvaise chose. Nous sommes capables de faire par nous-mêmes, comme sur le plan, disons, des nouvelles technologies, comme sur le plan numérique, comme sur le plan du digital. Pensons aux cyber-guerres qui sont en cours de se créer et qui ont déjà fait des effets. On a bien vu qu'il y a eu des influences militaires sur certains conflits qui sont intervenus ces derniers temps. Donc il faut que l'Europe dispose de l'ensemble de ses capacités. Elle en a les moyens humains. C'est une question de volonté politique. Et ce sont les thèmes de l'Union pan-européenne internationale, je le dirais bien volontiers aussi, très largement inspirés par la pensée, la réflexion des pan-européens français. Voilà, c'est sur ce terrain-là qu'il faut travailler. C'est un chemin à conquérir par les jeunes générations. Il faut que nous les accompagnions dans ça. Il faut que les jeunes d'aujourd'hui qui sont européens ne voient pas l'Europe uniquement sous cette facilité d'échange qu'ils ont pu connaître par Erasmus. Non, il y a un projet politique derrière tout ça, c'est un projet essentiel, c'est un combat à mener.
Vos parents, vos grands-parents se sont engagés dans cette voie européenne après les guerres. Mais la guerre peut revenir et vous pouvez l'éviter si vous vous engagez vous-même sur cette idée de l'Europe, parce que c'est votre propre intérêt. C'est l'intérêt de votre famille, c'est l'intérêt de vos enfants, de vos petits-enfants futurs. Enfin, c'est l'intérêt de cette idée qui fait que nous sommes des hommes rassemblés et que nous voulons continuer à vivre heureux et dans la paix. Merci beaucoup. Voilà. Ce qui fait une excellente introduction pour l'université d'été, dont vous aurez la suite dans les prochaines vidéos. Merci de votre accueil. Voilà.